Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Ségolène Royal a tenu son plus grand meeting de campagne au stade Charletti à Paris. 60 000 personnes selon le Parti socialiste. En Bretagne, Nicolas Sarkozy rencontre les marins et rend hommage à la France qui travaille. À l'occasion du défilé en l'honneur de Jeanne d'Arc, Jean-Marie Le Pen a fait connaître sa position. Il renvoie les deux candidats dos à dos et appelle ses électeurs à s'abstenir massivement. Il s'en expliquera dans un instant en direct. Bonsoir Jean-Marie Le Pen et à tout à l'heure. Bonsoir. Le 1er mai, c'est aussi la fête du travail. Les syndicats ont manifesté en ordre dispersé pour peser sur l'après-élection. 200 000 personnes selon la CGT, un peu plus de la moitié selon la police. La tension en Turquie, des affrontements à Istanbul, mais une sortie de crise semble se dessiner. La Cour constitutionnelle a annulé l'élection présidentielle. Le gouvernement se dit prêt à des législatives anticipées. Nombreuses réactions après la mort du jeune chanteur Grégory Le Marchal. L'émotion est vive parmi les 6 000 malades de la mucoviscidose qui saluent dans son parcours un courage exemplaire. Enfin, la grande foule à Pégomas, petite ville des Alpes-Maritimes, où Zinedine Zidane a inauguré un square à son nom. C'est là qu'il avait vécu pendant 1 an dans une famille d'accueil lors de ses débuts de footballeur professionnel. À 5 jours du deuxième tour, c'était donc ce soir le temps fort de la campagne de Ségolène Royal. Des dizaines de milliers de personnes étaient réunies dans le stade Charletti à Paris pour ce qu'on pourrait appeler un concert-meeting, à la fois réunion politique et fête musicale. Ambiance sur place, Alexandre Carra, Ziden Berkous. Ils sont plusieurs milliers à se presser devant les portes de Charletti. Mais ceux-là ne verront pas Ségolène Royal. Le stade affiche complet. Dans l'enceinte, ils sont au moins 40 000, plus chanceux. Une ambiance festive, bon enfant. 1er mai sur la pelouse en musique. 1er mai, surtout politique. J'étais là il y a 39 ans pour écouter Pierre Mendès France. Et là, je suis ici pour soutenir Ségolène avec un futur électeur. Elle rassemble, contrairement à Nicolas Sarkozy, à mon avis, qui oppose les Français les uns aux autres. Sur scène, 3 heures de concert. Avec des artistes de toute génération. Georges Moustaki, Kali, Yannick Noah, Grand Corps Malade, Yvan Le Bolloc, Renaud, Benabar. Une scène royale et un discours très Ségolène. Il y en a une qui parle et on n'entend pas son message parce qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer ou très peu. Et il y a des censures et puis l'autre qui dit ce qu'il veut et voilà. C'est la droite que nous propose Nicolas Sarkozy, la droite la plus brutale qu'on ait eue depuis longtemps. À 5 jours du deuxième tour, pour les supporters et les électeurs de Ségolène Royal, c'est la mobilisation générale. Et après plusieurs heures sous un soleil de plomb, les militants et les spectateurs ont donc fait une ovation à Ségolène Royal. Plus souriante que jamais, c'était il y a quelques instants. On retrouve Jeff Wittenberg et Tristan Lebras. Et à 19 h, c'est une autre musique qui envahit le stade Charletti. Ségolène Royal fend une foule immense, une marée humaine qui lui fait oublier l'air lancinant des sondages. Ce soir, la candidate socialiste se voit gagner. Peuple fier, peuple insoumis et qui veut la victoire. En ce 1er mai, fête du travail, Ségolène Royal veut surtout parler des conquêtes sociales du XXe siècle face à Nicolas Sarkozy et sa France qui se lève tôt. Déjà à l'époque, il y avait des gens, à la vie facile sans doute, qui disaient que ces travailleurs miniers étaient des paresseux qui voulaient se lever tard. Ce soir à Paris, toute la famille socialiste est là, la famille tout court d'abord, avec François le père et Thomas Hollande, le fils aîné. Patrick Menucci, le fidèle organisateur, est chargé de refouler une partie des supporters. Les VIP arrivent sur un air de Michel Delpech, Dominique Strauss-Kahn et Arnaud Montebourg. Des couples plus audacieux comme le communiste Robert Hue et Michel Rocard. À la recherche des voix, Bertrand Delanoë a perdu la sienne. Après Ségolène Royal, le concert va reprendre toute la soirée. On y parlera politique d'une autre façon. Voilà l'efficacité économique. Nicolas Sarkozy avait choisi en ce 1er mai de saluer la France qui travaille. Il était en Bretagne au centre de surveillance et de sauvetage en mer. Reportage Alix Bouillaguet, Jean-Marc Nouknouk. Une promenade en Bretagne, pas vraiment solitaire. Devant les caméras, face à l'océan, Nicolas Sarkozy prend la pose
Sans doute la dernière avant le débat de demain soir. 5 mois que je suis à fond, et il reste encore 5 jours. Et demain, c'est une journée comme les autres, avec un débat qu'il faut faire le mieux possible. Je savais qu'il y aurait un débat. Je respecte ma concurrente, je respecte sa personne et ses convictions, et j'essaierai que le débat soit le plus digne possible. Vous craignez un dérapage de Madame Royal? J'espère pas. Je suis sûr qu'elle peut se tenir. En ce 1er mai, Nicolas Sarkozy voulait s'adresser à ceux qu'il nomme la France qui travaille. Ici, dans ce centre de secours en mer, il écoute, mais son esprit semble déjà ailleurs. Vous avez le sentiment que tout va se jouer ce soir-là? Non. Non. Ça peut se faire à pas grand-chose, non? Oui, mais vous savez, c'est comme le Tour de France. Il ne faut pas gagner l'étape, il faut gagner le Tour. Parfois dans le Tour de France, une étape de plat, on dit qu'il ne se passe rien et c'est là qu'il y a une grande échappée. Et puis une étape de montagne, elle est décevante. Donc, non, il faut être concentré, pas tous les jours, chaque minute, pour donner le meilleur de soi-même. 16h, Nicolas Sarkozy est de retour à Paris à son QG de campagne. Il a décidé de préparer désormais seul son débat. On se prépare, M. Sarkozy. Mais dans la sérénité, le calme et l'Olympique. Le candidat UMP a passé l'après-midi à réécrire les points sur lesquels il veut insister. Demain, son agenda ne prévoit aucun rendez-vous extérieur. Superstition ou pas, il n'a pas souhaité voir le studio du débat avant le jour J. Oui, demain, le programme des 2 candidats a été allégé, effectivement, pour assurer la préparation de ce grand débat. Préparation minutieuse aussi, côté technique. Explication sur ces détails qui comptent. Thierry Curtet, Abdelzouiwesh. Demain, 21h, rendez-vous pour l'ultime bataille. À gauche, Ségolène Royal. À droite, Nicolas Sarkozy. Le décor est maintenant achevé. Les 2 candidats l'ont visité aujourd'hui. Les 2 présentateurs l'ont essayé aussi. Sur la lumière, la chaleur, autant que je sache, ça restera de cette... 21,4. La température fait encore partie de ces ultimes détails à régler. Arlette Chabot et Patrick Poivre d'Arvor travaillent à se mettre d'accord sur l'ordre des thèmes à aborder. Pas dans une émission, effectivement, de télévision, comme nous avons pu en présenter l'un et l'autre, Patrick et moi. Et là, d'abord, ce sont à eux, justement, de s'interpeller, de mener la contradiction. On est à la fois arbitre, bien sûr, tenant de l'impartialité absolue des débats, et évidemment ordonnateur et ordonnanceur d'une certaine façon des débats. Pour le premier débat du XXIe siècle, le décor a été voulu très lumineux. Mesdames, Messieurs, comparé à celui de 1974. Sur le petit écran, un soir d'avril, apparaît alors une image glaciale que l'on pense neutre. En fait, elle met en valeur l'aisance de Valéry Giscard d'Estaing face à François Mitterrand, mal à l'aise. Lorsqu'arrive l'heure de la revanche, en 1981, le candidat de gauche ne veut rien laisser au hasard. Il prend pour conseiller un réalisateur, Serge Moati. Il doit faire en sorte de gommer les défauts de François Mitterrand. Pour ça, il doit fixer des règles. Première de ces règles, l'absence de plan de coupe. L'absence de plan de coupe, c'est-à-dire la chose la plus importante au fond. C'est-à-dire je parle là, vous m'écoutez, c'est un plan de coupe. Et vous pouvez faire des choses ridicules derrière la caméra, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ce que vous faites, etc. Et un plan de coupe, ça peut ridiculiser celui qui parle. Donc on a dit absence de plan de coupe. Ça a été accepté par l'équipe de Giscard. On a fait comme ça 21 règles. Et comment imaginer... Serge Moati ira jusqu'à imposer des plans ultra serrés de François Mitterrand pour lui donner plus d'intensité. La plupart de ces règles sont encore en vigueur aujourd'hui. Mais les conseillers visuels de chaque camp ont au fil des années veillé à écarter des idées parfois saugrenues. Brancher sur chacun des intervenants l'équivalent d'un électrocardiogramme, c'est-à-dire de façon à avoir, sur le plan de l'émotivité de l'un et de l'autre, en direct, sur l'image, en bas de l'image, vous voyez, le tracé de l'émotivité correspondant aux différentes phases du débat. Cette idée fut bien sûr écartée. Aujourd'hui, plus rien n'est laissé au hasard. Place au débat. Un débat très attendu, on l'a beaucoup dit, et pourtant, selon les spécialistes, ce type de confrontation mobilise surtout les partisans des 2 camps, mais pèse peu sur les indécis. Il serait encore 20% ces indécis, si l'on en croit les sondages. La campagne telle que vous la vivez à Arles, reportage Frédéric Monteil, Frédéric Capron. Au tambour, pas de syndicalistes. Dans les rues, aucune revendication. Le 1er mai, à Arles, c'est la fête des gardiens.
ceux qui encadrent les taureaux et les chevaux de Camargue. Ici, à la veille du débat gauche-droite, il existe deux camps, ceux qui savent déjà pour qui voter. Est-ce que le débat de demain, ça sera important pour faire votre choix? Non. Pourquoi? Parce que bon, je suis pour voter à gauche, je voterai toujours à gauche. Voilà. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça me fasse changer d'avis, ça m'étonnerait qu'elle fasse une exceptionnelle prestation. Et c'est pas un débat qui va me faire changer d'avis. Moi je vote pour mes convictions. Et dans l'autre camp, les indécis. Pour eux, le débat de demain pourrait bien jouer un rôle décisif. Moi-même, je verrai, tout dépendra le débat, tout dépendra ce qu'un parti et l'autre nous diront et on verra, on choisira, voilà. Comment vous allez faire votre choix? Sur les bases de mon mari. Comme je ne savais pas pour le premier tour, je ne sais toujours pas pour le second. Et est-ce que le débat va être décisif dans votre choix? Je ne sais pas, parce que quand on les entend à la télé, c'est vrai qu'ils sont quand même assez persuasifs, aussi bien l'un que l'autre, quoi. Et je pense que oui, il y aura certainement un petit truc qui dira qui me touchera plus, ou l'un ou l'autre. Le petit truc en plus qui touche les électeurs indécis, c'est ce que recherchent les deux candidats avant le grand oral. Mais jusqu'à présent, les études menées sur les 4 derniers débats présidentiels minimisent leur importance. En résumé, les débats télévisés renforceraient surtout les convictions. Autre information de cette journée politique, après 8 jours de silence, Jean-Marie Le Pen a donc fait connaître sa position concernant le second tour. Il refuse de prendre parti pour l'un ou l'autre et appelle ses électeurs à s'abstenir massivement. Arnaud Boutet, Mathias Second. Allez, recule, recule. Malgré son échec au premier tour, tous veulent l'approcher. Journalistes, militants, Jean-Marie Le Pen ne boude pas son plaisir. Il a quelle valeur ce 1er mai? Une grande valeur, vous voyez, une valeur d'avenir. Achetez, ça monte. 3000 sympathisants défilent avant le discours et la consigne du chef. Et malgré les apparences, certains iront bien voter. Vous êtes prêt à voter Sarkozy? 80%. C'est clair que je vais voter Sarkozy, oui. Vous allez voter sans illusion? Ah oui, mais je vais même pas voter du tout, moi. Le 22 avril, il comptabilisait 3 800 000 électeurs. Jean-Marie Le Pen demande à chacun de rester dimanche à la maison. J'invite les électeurs qui m'ont fait confiance à n'accorder leur suffrage ni à Madame Royal, ni à Monsieur Sarkozy. Je les invite expressément à s'abstenir massivement. Ni Royal, ni Sarkozy, message reçu. Ce sont tous les deux des immigrationnistes, donc il n'est pas question de voter ni pour l'un ni pour l'autre. Oh, j'irai peut-être voter blanc, je ne sais pas encore. Moi, je vote Jean-Marie Le Pen. Le Pen, il n'est pas au second tour. Je n'ai rien à secouer. Moi, je refais mon bulletin, Jean-Marie Le Pen, et je vais même le décorer bleu, blanc, rouge pour qu'on le voie encore mieux, vous voyez. Avec panache, il tente de relancer ses troupes. Hardis chevaliers, l'heure n'est plus aux palabres, ni aux divisions stériles. Il fait des législatives un véritable test de son influence politique. Mais après la présidentielle, peut-il se permettre un nouvel échec? Jean-Marie Le Pen promet déjà une revanche, mais il sait aussi que le mode de scrutin ne lui est pas favorable. Jean-Marie Le Pen qui est avec nous comme prévu, bonsoir. Bonsoir. Vous-même personnellement, vous vous abstiendrez donc, Jean-Marie Le Pen? Bien sûr, puisque j'en donne la consigne à tout le monde, je donnerai bien évidemment l'exemple et je permettrai aux gens de bénéficier du grand pont de la victoire. Est-ce que ça n'est pas étonnant tout de même? Vous avez dit Nicolas Sarkozy nous a pris notre programme, c'était un hold-up. Alors est-ce que ça n'est pas étonnant de dire c'est bonnet rose et rose bonnet? Oui, mais il ne s'agit pas de choisir un programme. Là, nous savons bien que ces candidats, et surtout ce genre de candidats, choisit un programme pour être élu. Et Sarkozy a pris ce programme parce qu'il sentait que c'était dans l'air du temps. Madame Royal a fait la même chose, d'ailleurs comme Monsieur Bayrou. Le tricolore a flotté partout, on a chanté la Marseillaise, on a exalté la patrie, la nation, toutes valeurs qui jusque-là, il faut bien le dire, étaient tenues sous le boisseau par ce genre de candidat et portées presque exclusivement par nous-mêmes. Alors je dis, puisque ça n'est pas le programme, c'est un homme ou une femme qu'il faut choisir et je ne veux prendre. Et je ne veux pas que mes électeurs prennent la moindre responsabilité dans le choix du président de la République dimanche prochain. Parce que je pense qu'ils sont l'un et l'autre incapables d'assumer la tâche qui consiste à vaincre les difficultés dont ils ont
très peu parlé pendant la campagne, mais qui, eux, sont la réalité de la politique. Est-ce que vous avez eu, depuis le premier tour, un contact téléphonique ou autre avec Nicolas Sarkozy ou l'un de ses proches? Non, pas du tout. Aucun Je n'ai pas contact eu de contact. D'ailleurs, vous savez que nous sommes un peu tenus à l'écart. Nous ne sommes pas considérés, nous, paraît-il, comme des républicains. Besancenot, les communistes, tout ça, ce sont des républicains, même pour Sarkozy. Et nous ne le sommes pas, sans savoir pourquoi. Est-ce que vous êtes sensible au fait qu'il parle d'introduire un peu de proportionnel aux élections législatives, Je crois que la par promesse exemple vient un peu tardivement, après que M. Hortefeux se soit fait taper sur les doigts pour avoir proposé 10% de l'élection à la proportionnelle, alors que moi, je crois que pour rénover la politique française, il faudrait mettre la proportionnelle intégrale, de façon à ce que l'Assemblée et le gouvernement aient une légitimité appuyée sur la représentation du peuple français. Est-ce que ça n'est pas un réflexe de mauvais perdant? Parce qu'on se souvient qu'avant le premier tour, vous n'excluiez pas un rapprochement avec Nicolas Sarkozy. Non, je n'ai pas dit cela. On me demandait si je parlerais éventuellement avec M. Sarkozy, bien sûr, comme je parlerais d'ailleurs éventuellement avec Mme Royal et avec tous les acteurs politiques français. C'est la règle, en quelque sorte, de notre vie démocratique. Mais pour autant, je n'ai pas du tout l'intention de prendre quelque responsabilité que ce soit, car on a très peu parlé du bilan des 30 années qui est catastrophique, des 30 années passées, aussi bien sous l'égide du gouvernement socialiste que du gouvernement chiracien, on peut dire, UMP, et ce bilan étant catastrophique, et je crois que la situation française étant dramatique, je ne veux pas que les patriotes prennent la moindre responsabilité dans le choix du président de la République qui va devoir cette fois-ci faire face à des réalités. L'un et l'autre sont européistes, l'un et l'autre sont immigrationnistes, l'un et l'autre sont responsables du passif terrifiant de notre pays. Est-ce que ça n'est pas cet échec du premier tour, Jean-Marie Le Pen, l'échec de la stratégie? On a beaucoup dit que c'était votre fille, Marine, qui l'avait définie, à savoir une stratégie de banalisation. Vous avez tenté de devenir acceptable, vous ne faites plus peur. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, qui ne fait plus peur, ça ne marche pas? Non, je ne crois pas du tout que ce soit ça. Je crois qu'une compétition comme celle-là... Certains dans votre parti remettent en cause cette stratégie. Oui, mais bien sûr, ce sont des gens qui ont une courte... Et souhaitent régler des comptes avec Marine aussi. Ce sont des gens qui ont une courte vue et qui pensent que l'on court cette course en solitaire. Pas du tout. Il y a des concurrents. Et ces concurrents ont des moyens, souvent considérables. Ils font valoir leur stratégie et leur tactique personnelle, il faut bien le dire, avec un certain succès, au détriment, il faut le dire, de la naïveté de nos compatriotes qui ont cru trouver là, encore une fois, sous les paroles chaleureuses de M. Sarkozy ou les élans de Mme Royal, une promesse d'éviter les dangers de demain. Et moi je crois qu'il faudra y faire face et les prendre à bras-le-corps. Toute dernière chose, Jean-Marie Le Pen, les législatives seront votre dernier combat? Je ne crois pas du tout. Tant que j'ai de la force, je me bats. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et par conséquent, je ferai les législatives. Et si Dieu me prête vie, d'autres élections encore. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir accepté notre invitation. Une image de Jacques Chirac, dont c'était la dernière fête du travail à l'Élysée. Comme tous les 1er mai, il s'est fait présenter les meilleurs produits des terroirs, fruits, poissons, viande, fromage, par les négociants du marché de Rungis, ainsi qu'une composition de muguet. Jacques Chirac qui a souligné à cette occasion encore, je cite, l'excellence agricole française face au défi alimentaire mondial. La campagne électorale était en toile de fond de ce 1er mai syndical. Pas de manifestation unitaire, je vous le disais, mais 250 défilés partout en France. Seule la CGT a donné une consigne de vote implicite contre Nicolas Sarkozy. Séverine Lebrun, Frédéric Basile. C'est le moment de faire beaucoup de bruit. Un 1er mai entre les deux tours, l'occasion d'une pluie de revendications. C'est toujours important de se faire entendre entre les deux tours et tous les jours de se faire entendre. Sinon on serait mangé, on n'a droit à rien. C'est notre avenir dont il est question. Donc maintenant, il faut savoir ce qu'on veut que la France devienne dans le futur, quoi. 25 000 personnes selon la police, 60 000 selon les syndicats. À Paris, comme partout en France, les défilés ont pris une tonalité anti-Sarkozy, caricature et déguisement à l'appui. Tous revendiquent un avenir meilleur. C'est pas normal que les jeunes n'aient pas de travail, qu'on les exploite comme on les exploite. Parce qu'on prend les jeunes et quand on n'a plus besoin d'eux, on les jette. Le service public, l'éducation nationale doit être prise en compte à son juste niveau. Puisqu'on a subi un certain nombre d'attaques ces derniers temps encore, quoi. En tête de cortège pour Bernard Thibault, le leader de la CGT, c'est l'heure des mises en garde. Je pense que le futur gouvernement
à son tour, devra accepter le dialogue et la négociation sur un certain nombre de sujets. Sinon, à son tour, il devra s'apercevoir que les réactions seront possibles. Des syndicats en ordre dispersé, puisque c'est à Metz qu'on retrouve François Chérec de la CFDT. Mon rôle n'est pas ici de dire je suis d'accord avec celui-là là-dessus ou avec celui-là là-dessus. Mon rôle, c'est de les interpeller. On va voter. Là encore, les salariés expriment leurs attentes. L'emploi pour tous et en restant en Europe. Il y en a marre maintenant de la délocalisation et tout le tatouage, quoi. Pas de défilé pour Jean-Claude Mailly de Force ouvrière qui tenait meeting à Lille. Si un gouvernement, quel qu'il soit, se décidait au mois de juillet de faire passer à la vitesse des trucs que l'on conteste, alors je dis pas qu'il y aurait une réaction au mois de juillet, je dis pas qu'il y en aura une en septembre, mais je sais par définition qu'à un moment donné, il y a un effet boomerang. Près de 250 cortèges partout en France, il y avait 117 000 manifestants selon la police, 200 000 selon les syndicats. Oui, des chiffres qui indiquent que la mobilisation serait 2 fois supérieure aux années 2005 et 2006. Image ici de Marseille, où plusieurs milliers de personnes ont défilé, et de Toulouse, où l'on a manifesté sous la pluie. La police, sous une légère pluie, mais le temps s'est amélioré ensuite. La police a compté 3500 personnes, les syndicats 5000. À l'étranger, les défilés ont dégénéré en Turquie où plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées. Une sortie de crise politique se dessine en revanche, car la Cour constitutionnelle a annulé l'élection présidentielle. Sur place, Claude Sampère, Patrick Desmully. 2 heures d'affrontements très violents. D'un côté, la police anti-émeute, de l'autre, quelques centaines de militants de gauche et d'extrême gauche qui voulaient défiler pour la fête du travail dans les rues du centre-ville d'Istanbul. Canon à eau, gaz lacrymogène contre jet de pierre et cocktail Molotov. Au total, la police a interpellé plus de 700 manifestants. Un peu plus loin, un autre défilé, celui-ci autorisé par la police. Les slogans classiques d'un 1er mai pour de meilleures conditions de travail, mais dans la tête de tous, une préoccupation essentielle, la défense de la laïcité. Ici, on défile avec le drapeau du pays à la main et on suit avec une très grande attention le processus en cours d'élection d'un nouveau président de la République. Depuis une semaine, le Parlement, en majorité islamiste, propose un candidat islamiste et cela soulève un tollé dans le pays. Moi, je n'accepte pas un président de la République islamiste. Pour mes enfants, je ne veux pas. Le président qu'on veut, il doit être laïque, attaché aux règles fondamentales voulues par Atatürk. En fin de journée, la Turquie a connu un coup de théâtre dont elle a le secret. La Cour constitutionnelle annule le premier tour de l'élection présidentielle. Abdullah Gül, le candidat islamiste qui affirmait jusqu'à dimanche dernier qu'il ne se retirerait pas, est pour l'heure silencieux. L'armée qui avait menacé d'intervenir par la voix de son chef d'état-major n'a pour le moment pas réagi. Ce soir, la Turquie est soulagée. Le gouvernement a pris acte de la décision des juges. Il devrait normalement convoquer de nouvelles élections au Parlement. Problème, il faudra bien à ce moment-là élire un nouveau président de la République. En clair, la crise est repoussée, mais elle est loin d'être réglée. Autre image de ce 1er mai, à Cuba, des millions de personnes ont défilé comme chaque année. Elles espéraient apercevoir Fidel Castro. Eh bien, le président cubain n'est pas apparu, c'est son frère, Raúl Castro, ministre de la Défense et numéro 2 du régime, qui a présidé le rassemblement ici à La Havane. En Italie, un scandale à Naples qui prend de grandes proportions puisque l'Organisation mondiale de la santé a sonné l'alarme. C'est assez rare dans les pays développés. Les ordures s'entassent depuis des mois dans les rues. Les pouvoirs publics ont confié la collecte à des entreprises liées à la mafia. Sur place, Gérard Grisbeck, Mustapha Koja. Le Vésuve. Nous sommes bien à Naples, plus précisément nous quittons la ville pour découvrir tous ces immondices. À première vue, on pourrait croire à une grève des éboueurs. En réalité, pas du tout. C'est comme ça tous les jours, toute l'année, et la situation a plutôt tendance à empirer. Par manque de moyens, les municipalités sont incapables de régler le problème. Les ordures s'accumulent au risque de transmettre des maladies. Ça ne peut plus durer comme ça. On n'en peut plus. On a tous de l'asthme et on souffre d'allergies. Ici ça pue. Quand les poubelles brûlent, ça pue encore plus. Et on doit rester enfermé dans la maison. La décharge de cette région de Naples est saturée. Alors les mairies se tournent vers des entreprises privées qui ramassent ce qu'elles peuvent. Des entreprises qui en réalité travaillent pour la mafia car le marché est juteux. Il rapporte 600 millions d'euros par an.
C'est ce que dénonce ce rapport officiel qui raconte comment s'enrichit la mafia grâce au ramassage des ordures. La mafia écoule ainsi une partie du trop-plein dans des décharges clandestines, même des déchets toxiques. Ici, la montagne a été éventrée pour enfouir des matières dangereuses et l'on brûle de l'amiante, provoquant une augmentation du nombre de cancers. On constate une augmentation de certains cancers, sans doute à cause de cette pollution due aux déchets. Seule bonne nouvelle, cette usine ultramoderne de retraitement des déchets. Elle entrera en service à la fin de l'année, mais les mauvaises langues soupçonnent déjà un financement mafieux. Retour en France avec les réactions très nombreuses après la mort du jeune chanteur Grégory Lemarchal atteint de mucoviscidose. Il faut savoir que la maladie touche un bébé sur 4000 à la naissance. Pour beaucoup, le parcours de l'artiste restera un exemple de volonté. José Blanc-Lapierre, Stéphanie Lafuente. Une dédicace et une belle leçon de vie. Franck n'oubliera jamais sa rencontre avec Grégory Lemarchal, atteint comme lui d'une maladie incurable. C'est quelqu'un qui m'a donné de la pêche. Quand j'ai discuté un peu avec lui, il a dit qu'il fallait se battre et qu'il fallait battre la maladie et j'étais d'accord avec lui. C'était à l'occasion d'un téléthon en 2005. Sur scène, la jeune star incarnait le combat contre la maladie et transmettait son énergie. Je voulais juste savoir si tout simplement vous avez des rêves, des passions. Son rêve à lui, c'était la musique. Il avait même quitté l'école pour ne faire que ça. Je suis un passionné. Quand j'ai découvert à l'âge de 15 ans que j'étais un passionné de la chanson, je voulais m'engager à fond là-dedans. Je pense, malgré mes 22 ans, pouvoir faire passer beaucoup de choses. Et le message est passé. Pour Jonathan, atteint de la même maladie, la jeune idole représentait l'exploit. Celui de chanter malgré une insuffisance respiratoire sévère. Quand on voyait qu'il allait chercher loin sa respiration, ça nous donne plus envie de faire du sport, de faire comme lui maintenant, avoir un gros souffle et aller plus loin. Aujourd'hui, sous la plume des internautes, Grégory Lemarchal est devenu un ange. Ses milliers de fans saluent aussi le courage d'un petit prince parti trop tôt. Les retours de week-end, ce mardi 1er mai classé orange et la sécurité routière avait lancé un appel à la prudence. On en avait parlé ici même. On l'évoque assez peu, mais un accident sur 10 concerne les piétons. Les équipementiers automobiles mènent, vous allez le voir, des recherches très poussées pour trouver des matériaux qui absorbent au maximum les chocs. Reportage Luc Bazizin, Régis Maté. Malgré les apparences, ceci est la réplique d'une jambe. Nous allons assister à un crash test piéton. Nous sommes dans le laboratoire de recherche de Plastic Omnium. Ici, tout est fait pour repousser les limites en cas de choc piéton. Impact programmé à 40 km/h. Attention. La voiture doit absorber l'énergie du choc et le piéton basculer du bon côté. Et la voie basse pour retenir le bas de la jambe simultanément avec le haut qui est ici le genou. Donc ce qui permet à la jambe de garder un appui complet et de basculer vers le capot. On voit ici l'impact. Observation concrète. Sous cette peau artificielle, le genou dissimule 2 plaques métalliques de même résistance que des ligaments. Et manifestement, il y a eu des formations. Les deux. Et au-delà de 5 degrés, il y a déjà eu des problèmes au niveau du genou. Et 15 degrés, c'est irréparable, ce qui est la limite de la norme. Donc ça donne vraiment un sens au choc piéton. Objectif, limiter les fractures. Le piéton bascule sur le capot et la carrosserie absorbe le choc. Même l'inévitable est calculé. Le but des critères réglementaires, c'est qu'on soit à la limite de la casse. Cela dit, ce qui est visé, c'est que si jamais il casse, il doit y avoir, elle est plutôt au niveau du tibia. Des matériaux durs mais absorbants. Les plastiques et autres composites trouvent toute leur utilité dans la voiture. Grâce à l'utilisation de ces matières-là, on conserve des pièces légères qui intègrent beaucoup de fonctions et qui donc permettent de limiter la hausse de poids des véhicules. Cette forme très spécifique ici va venir s'écraser et va permettre d'absorber l'énergie lors d'un choc tête. Piéton plus voiture égale danger. Une cohabitation difficile et parfois douloureuse. Chaque année, les chocs piétons représentent 10% de l'ensemble des accidents de la route.
Notre rendez-vous presque quotidien, maintenant avec la foire de Paris pour les nouveautés de la maison. Parmi les plus fréquentés, les stands consacrés aux salles de bain, spa, baignoire de couleur ou avec écran plat. Reportage François-Julien Piednoir, José Boulestex. Spa ou champagne, dans les deux cas, les petites bulles coûtent très cher. Et cette année, il y a du remous à la foire de Paris. Les fabricants débordent de commandes, 15% de croissance par an sur le marché du spa. Ce bain aussi déborde, mais par son prix, 29 000 €. 30 000 € sous le capot pour ce bolide. Et les spas, c'est un peu comme les voitures, c'est souvent pour se faire mousser. Je vous ai vu vous jeter dessus, voyant il est rouge, il est rouge. Franchement c'est terrible. Ouais, parce qu'on veut une cuisine rouge alors. Ouais, le spa avec. Voilà, c'est ça, on s'est dit on va le mettre en plein milieu du salon. Fleur de lys et dorure, le roi des spas est américain, bien entendu. Écran plasma intégré, pas de risque de s'électrocuter. Les chercheurs de ces produits ont travaillé pour les étanchéités et surtout travaillent sur des basses tensions, ce qui permet de travailler dans un milieu humide sans prendre de risques électriques. Et quitte à s'acheter un de ces gros consommateurs d'eau, autant opter pour un fabricant européen moins gourmand que les spas américains. Les spas américains restent assez dépensiers en eau dans le sens où les filtrations ne sont pas aussi sophistiquées que celles des spas européens aujourd'hui. Dans les spas européens, les vidanges sont peu fréquentes et donc la consommation d'eau est relativement limitée. Et si les bulles vous chatouillent ou tout simplement vous agacent, allongez-vous sur ce matelas d'eau. Il fait des vagues pendant le massage, idéal après une journée à la foire de Paris ou après le boulot, quand on en a plein le dos. Le retour de la cravate, elle était un peu passée de mode dans les années 90, jugée trop sérieuse, trop associée aussi au monde du travail. Eh bien, elle revient aujourd'hui et chose originale, les jeunes s'en emparent, paraît-il. Estelle Collin, Olivier Robert. Le gros nœud symétrique. Calomnié, critiqué, moqué, pire, traité de ringarde. La cravate revient donc de loin. Pourtant aujourd'hui, toute une génération l'adopte comme cet animateur, DJ, journaliste, l'archétype même de l'homme moderne. Je porte pas des cravates tous les jours. Je pense que c'est un peu comme Geronimo qui dit c'est un bon jour pour mourir. Il y a le bon jour pour une cravate. Et je pense que la cravate, faut être vraiment prêt. Les gens qui mettent une cravate tous les jours comme une habitude, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est ici, dans ces salles de concert, là où se produit la nouvelle scène rock anglaise, comme les Bishops, que le phénomène se cristallise. Ressembler à ses pairs, oui, comme les Beatles par exemple, mais surtout pas à son père. Ouais, on se dit que c'est un accessoire rock indispensable et que quand on transpire, les cravates en cuir sont difficiles à retirer, ça colle. Oh, je voudrais tant que tu te... Étroite en 1960, elle porte toute une génération. L'argent 70, on la boude, on la raille. Le marché mondial s'écroule, moins 50% en 1990. Du coup, les défenseurs se mobilisent autour d'un slogan, la cravate a des droits. En fait, un petit peu rebelle et pas du tout sérieux. Le droit à l'excès, le droit de brouiller les pistes, le droit de se tromper aussi peut-être. Vieille comme Hérode, voilà 2400 ans qu'elle se noue et se dénoue, témoin ces guerriers chinois du IIIe siècle. À l'origine, ni rang social ni coquetterie, tout juste un morceau d'étoffe pour santé fragile. Et tout change au 19e. La cravate était, d'une certaine manière, le symbole du luxe, de l'oisiveté, de quelqu'un qui ne travaille pas. Quand les classes moyennes se sont mises à copier les classes oisives, la cravate, du coup, est devenue un symbole de l'enchaînement au travail. Au final, liberté ou soumission, toujours est-il qu'aujourd'hui elle plaît aux dandys, ce qui lui assure la vie éternelle. La grande foule à Pégomas, petite ville des Alpes-Maritimes, où Zinedine Zidane a inauguré tout à l'heure un square à son nom. C'est là qu'il a vécu pendant un an dans une famille d'accueil lors de ses débuts de footballeur professionnel. Florent Gautreau. La grande foule pour un retour aux sources. Ce n'est pas son église du XVIIIe siècle ou ses plantes aromatiques que des centaines de curieux sont venus admirer à Pégomas ce matin. C'est Zidane qui est venu donner son nom à un square de la petite ville où il a passé un an en 1987. Alors qu'il était au centre de formation de la Cannes. Je suis ravi d'être là. C'est vrai que ça a commencé il y a 20 ans. La première fois où je suis venu chez monsieur et madame Elino qui m'ont gentiment accueilli.
Jean-Claude Elino, alors dirigeant à la SCAN, et sa femme Nicole vont héberger la future star qui a laissé sa famille à Marseille. Les coups de soleil, les coups de cafard parfois le soir, les coups de génie déjà sur le terrain, la famille Elino est toujours là pour le gamin de 15 ans qu'on appelle encore Yazid. Non, c'est un hommage qu'il nous fait. Je pense que... Bon, je suis quand même un peu stressée. Ça fait déjà quelques nuits que je dors pas trop parce qu'on repense à tout ça. Et il y en a d'autres qui auront du mal à trouver le sommeil ce soir. Le tournoi de l'école de foot de Pégomas n'avait jamais attiré autant de monde. Zidane est passé par là, déclenchant l'effervescence. Ainsi va la vie du retraité le plus célèbre de France. On reste dans les Alpes-Maritimes avec pour le plaisir une image de la nouvelle attraction du zoo de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 3 lionceaux ont été sauvés des griffes des trafiquants. L'un d'entre eux a été même utilisé dans des combats de chiens. Ils ont aujourd'hui 5 mois et sont devenus les coqueluches de l'établissement. Cinéma parmi les sorties de la semaine, Pur Week-end, une comédie française avec une jolie distribution, notamment Bruno Solo ou Cadmerade, l'histoire de 7 copains d'enfance partis en week-end et dont l'amitié va être mise à rude épreuve. Pascal Deschamps, Francis Forget. Pur Week-end, un nouveau film choral, comme on dit, un film dont le groupe est la vedette. En l'occurrence, un groupe de copains d'enfance qui se retrouvent comme chaque année pour un week-end de randonnée. Permission. Cette fois, l'un d'eux, condamné pour trafic de cannabis, bénéficie d'une permission pour l'occasion. Seulement voilà, il n'a pas du tout l'intention de retourner en prison. Bon, Fred, on peut pas livrer David. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle est finie depuis 8 h ce matin, sa paire. Non. On n'a qu'à laisser partir. Putain, tu nous mets bien dans la merde, hein. L'occasion d'aborder de manière originale le thème de l'amitié. Plutôt que de le traiter de manière idyllique, on s'est dit on va lui mettre le pire problème de l'amitié, c'est un enjeu qui dépasse tout. Et là, l'enjeu, c'est effectivement, est-ce que vous êtes prêt à devenir hors la loi pour un de vos amis? Il nous a pris en otage! La police aux trousses, la randonnée se transforme vite en cavale. La cohésion du groupe est mise à rude épreuve. C'est tout ce que t'as pris à manger? Mais Sam, t'avais pas vu que c'était Made in China? Bah non, pourquoi c'est grave? Non mais Sam, l'acte d'achat est aussi un acte politique, tu peux comprendre ça toi? Mais c'était les moins chers, je te dis, d'accord? Bah ouais, évidemment, avec des coûts de fabrication pareils. Silence! Bon, maintenant vous allez la fermer, tous, et vous allez m'écouter. On va tous en sortir, à condition que chacun y mette du sien, à condition qu'on soit tous unis. Maintenant on va foncer groupe, solidarité, tu me regardes? Groupe, solidarité, tu sais ce que c'est ça? Finalement, à l'aune de cette épreuve, ils vont se révéler autrement, parce qu'ils vont être obligés d'agir autrement. Ils vont être obligés de faire appel à des forces qu'il y a en eux, à des sentiments qu'ils croyaient enfouis. Ils vont me tuer, putain! Ils ont pas le droit, David, t'inquiète pas! Comédie d'action, Pur Week-end, mais aussi en scène avec finesse la génération des cadras, ses convictions, ses idéaux et leurs limites. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50. Ça se discute jour après jour avec Jean-Luc Delarue, émission spéciale autour de l'association La Chaîne de l'Espoir. À demain.